Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui c'est un moment que j'aime particulièrement dans l'année, c'est le moment où on fait le bilan, le retour sur ce qu'a été l'année 2025 en termes de cinéma, sur les films qui ont marché et les films que j'ai aimés. C'est souvent un énorme néant entre les deux, je ne suis trop rarement d'accord avec les films que les gens aiment, ce que j'aime c'est souvent ce qui bide, malheureusement pour moi. Et donc on va évidemment aussi faire la vidéo des bids de l'année et des films que j'ai détestés. On y reviendra. Aujourd'hui, on va parler des flops de l'année. Parmi les flops de l'année, il y a beaucoup de films. Il y a beaucoup de films qui sont doublés. Il y a des déceptions, bien entendu, dont je vais vous évoquer. Il y a des films français. Le plus gros des films mis en avant sur des panneaux publicitaires sont des films que je n'aime pas. Je pourrais vous parler de Toutes pour une, de Certains l'aiment chauve. Je pourrais vous parler de Chasse gardée 2, de toutes ces merdes-là. Franchement, je ne les estime pas et je ne les mettrai même pas dans les flops parce que sinon je pourrais citer que des comédies vulgos de cette manière-là. Ce n'aurait pas grand intérêt. Je vais chercher parmi des déceptions et je vais parler réellement des fois de films qui sont allés trop loin au niveau du mauvais goût. Donc voilà, c'est parti, on se lance. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Et en termes de déception, à la 10e place, d'un des films qui m'a le plus déçu cette année, c'est le film de Cédric Jiménez, Chien 51. J'ai lu le livre, j'ai vu ses thématiques, j'ai aimé son univers, tout ce qu'il était capable de proposer, et le film de Cédric Jiménez, c'est tout l'inverse. D'un univers qui est juste fantastique, qui est réellement creusé et qui va très loin, eh bien on a le b.a.-ba pour le film de Cédric Jiménez. On va chercher un monde en intelligence artificielle, là où le livre ne le recherche même pas, mais où il va traiter en profondeur les personnages. Dans le film, Cédric Jiménez utilise des acteurs qu'il connaît, comme Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos, pour être son duo de choc. Le duo de choc, on le ressent dans le livre. Le duo de choc, on ne le ressent pas dans le film. Parce que l'écriture n'est pas du tout la même. Parce que l'envie, la démesure ne l'est pas non plus. Et les 40 millions qui sont proposés pour ce film, pour le faire exister, pour lui donner une cohérence et un univers, quelque chose de beau au niveau des effets spéciaux, etc., ne se ressent absolument pas. Donc on a un film qui est très creux, très pauvre, et même au niveau de son action, elle est d'une simplicité et d'un b.a.-ba qui vous laisse de marbre. Donc rien ne fonctionne, et c'est ce qui fait que j'ai été profondément déçu pour un film qui au moins pouvait me donner un divertissement au minimum intéressant. Et là, je ne l'ai absolument pas. Donc à tous les niveaux, je trouve que Cédric Jiménez, ici, s'est planté. À la 9e position de ce top, j'aimerais vous parler du film de Wes Anderson qui est Phoenician Scheme, qui est un film qui est très décevant, mais à l'image de ce que fait Wes Anderson depuis quelques films jusque-là. C'est un réalisateur qui savait utiliser le cartoon, qui savait nous amuser de ces thématiques, de la famille, de faire des adultes de grands enfants et des enfants de grands adultes. Et c'est un réalisateur qui se répète maintenant dans sa forme, qui est structuré, qui est très, très, très maîtrisé et qui ne raconte plus rien. Et c'est absolument désolant d'en arriver là avec lui. Mais Phoenician Scheme, à part sa scène de basketball qui m'a rappelé une envie de comique de sa part, je déteste tout ce qu'il fait jusque-là. Donc je ne suis même pas sûr qu'on soit capable de retrouver ce réalisateur, puisque j'ai l'impression que tout ce qu'il fait, c'est pasticher son propre univers. Un réalisateur qui, pour moi, s'est perdu. À la 8e place, j'aimerais vous parler d'un film de Kogonada, un film qu'il n'écrit pas, mais un film qu'il réalise, et un film qui se devrait être un film merveilleux, qui nous replonge dans le passé, qui nous plonge dans des moments de comédie musicale, mais qui est un film qui est creux, un film qui n'a aucune réelle ambition, et un film qui, dans les moments de comédie musicale où il devrait nous émouvoir et nous en mettre plein la vue avec des couleurs, etc., reste d'une linéarité improbable.
Donc ça fait que ce film, je crois que dans mes mots j'ai cafouillé, excusez-moi. Hein. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça donne quelque chose de très pauvre à l'image, alors qu'on avait tout pour justement se prendre une des petites baves de l'année. J'y croyais beaucoup à ce A Big Bold Beautiful Journey, par son casting, par son envie, par son imaginaire que je pouvais penser bien au-delà de ce qui nous a été proposé. En fait, j'ai rien eu de tout ça. Et tout est fait avec une réalisation qui est presque inexistante. Donc oui, je suis réellement déçu de ce que j'ai vu. À la 7e place de ce classement, j'aimerais vous parler de Better Man. Better Man, c'est un biopic sur la vie de Robin Williams, qui ne se considère pas réellement comme un humain, mais qui se sent différent, donc il est interprété par un singe. C'était une des seules bonnes idées du film, et à partir de là, moi je trouve que c'est souvent grotesque, que c'est souvent assez pitoyable, que ça ne fonctionne pas, qu'il y a des scènes qui sont d'une violence gratuite que je n'ai pas comprise non plus, et je trouve qu'on a tout ce qu'on a déjà vu dans les biopics classiques, sans plus. Donc pourquoi ce projet? Aucune idée. Moi je suis resté de marbre devant ce truc, et je n'ai réellement pas apprécié ce que j'ai vu. Réellement pas. À la 6e position, j'ai mis 2 films. Libre-échange, et j'aimerais vous parler du film 28 ans plus tard. 28 ans plus tard, c'est simple, je n'aime pas son premier film, je n'aime pas cet univers sale et il m'a toujours dérangé. Cette suite est à l'image de son premier film, donc je n'y reviendrai pas, j'ai pas du tout passé un bon moment devant. Pour ce qui est de libre-échange, je pouvais m'attendre à un tempo comique assez intéressant quand j'ai vu le début du film. J'ai cru qu'il y aurait une dynamique et un rythme qui allait petit à petit être le même, avec une cassure qui amenait l'humour noir. Mais en fait, pas du tout. On est sur de l'humour réellement pipi caca, et j'ai vraiment été dérangé par ce truc. Ça m'a coûté 1h30 de mon temps, et franchement, c'était très long, très dérangeant, et absolument pas la comédie de l'année comme on le promettait jusque-là. Donc, ces 2 films sont à la 6e position. À la 5e place de ce classement, que je regarde mes notes, nous avons Jean Valjean et Jurassic World. Jurassic World est là depuis bien des mois. Jean Valjean s'est rajouté parce qu'il faut que je vous en parle. Alors, Jurassic World, à partir du moment où on nous montre en début de film qu'un personnage qui mange une barre chocolatée, le papier s'envole, le papier s'infiltre dans les aérations d'un centre où des dinos sont enfermés, et le fait que le papier rentre dans l'aération permet de mettre la merde dans ce centre et d'ouvrir les portes pour que les dinosaures sortent, rien que là, en se foutant de ma gueule avec un scénario aussi con, eh bien, on ne pouvait que me perdre. Mais c'est une certitude, c'était évident qu'on allait me perdre. Et alors, j'ai beaucoup ri, hein, dès ce début, merci pour ça. Mais alors, pour le reste, il n'y a plus aucune magie dans ces films de dinosaures. On n'est plus du tout dans l'univers de Steven Spielberg. C'est fini depuis des années. J'ai dit Steven Spielberg, respectons-le. C'est fini depuis des années l'univers de Jurassic World. Et pourtant, ça fait un fric énorme à chaque fois que ça sort. Donc, ils sont pas prêts d'arrêter. Moi, j'ai détesté, j'ai trouvé ça lamentable à tous les niveaux, bien que Gareth Edwards, qui est un très bon réalisateur, ait essayé de faire quelque chose, mais il n'était pas au scénario, et au scénario, on se fout de sa gueule. Donc même s'il essaie de sauver des meubles sur quelques petites scènes, quand c'est mal écrit, c'est mal écrit. Que voulez-vous que je vous dise? Donc à partir de là, moi je ne sais que vous dire. Et pour ce qui est de Jean Valjean, j'ai rarement vu un projet de cinéma aussi moche cette année. Mais vraiment, la photographie du film Jean Valjean, je la trouve réellement affreuse, alors qu'il y a quand même des très bons comédiens, des comédiens que je voudrais sauver, dont je voudrais parler, mais le scénario qui devrait plus mettre en avant l'abbé, que Jean Valjean veut montrer une partie d'un Jean Valjean résigné dans sa colère, ok, mais l'abbé était tellement plus intéressant, mystérieux, il y avait tellement plus à creuser. Et alors, dans ses costumes, dans sa paresse, au niveau de sa réalisation, de sa mise en scène et de ses flashbacks, je trouve ce film affligeant. Mais affligeant. Et pauvres sont Bernard Campan, Grégory Gadebois, Audrey Lamy ou Isabelle Carré d'avoir été sur ce genre de projet.
parce que eux essaient de donner de leur personne, mais ils n'ont rien à creuser. C'est bien le problème. En quatrième place, j'aimerais qu'on parle de Superman. Oui, le patron de DC, c'est maintenant James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie ou encore de The Suicide Squad, et pas Suicide Squad, The Suicide Squad, et ça change toute la différence. Et moi qui aime ces films-là, je n'ai pas aimé son Superman que je trouve ridicule, à l'image de son Lex Luthor qui est lui aussi ridicule. Et si vous avez déjà vu tout ce que James Gunn est capable de faire sur ses précédents films, vous aurez déjà tout vu, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Quand vous voyez comment il amène l'action, c'est tout ce qu'il a déjà fait. Donc c'est une ressucée de tout ce qu'il a déjà opéré avant. Pourquoi le refaire ici, je me le demande. Comment ça peut autant fonctionner sur le public, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que ça fonctionne autant? Je ne trouve pas qu'il ait humanisé Superman, je trouve qu'il l'a ridiculisé à bien des manières. Et humaniser Superman, pour moi, c'était amener autre chose. Un Superman qui aurait été à l'école, défendre des enfants, qui aurait montré une part d'humanité dans des moments bien différents. Mais là, je trouve que ces hommes politiques ne ressemblent pas à des hommes politiques, que ces journalistes ne paraissent jamais être des journalistes, qui sont toujours ridicules, qu'on leur amène toujours quelque chose de prout. Voilà, ça c'est son univers. Mais je sais pas, un journaliste qui d'un coup va se mettre à faire des blagues totalement abscons, bah moi ça m'énerve. Un homme politique qui d'un coup va parler cucul la praline sur son téléphone, et bah pour moi ça dessert l'image de l'homme politique. Il fait ça tout le temps, notamment avec un journaliste qui, on ne sait pas pourquoi, attire toutes les femmes autour de lui, alors qu'il n'a rien réellement pour l'expliquer. Et ça, c'est l'humour à la James Gunn, avec cette influenceuse qui est avec Lex Luthor et qui se prend toujours en snap, etc. Bon, c'est ridicule, c'est pitoyable, c'est chiant, et j'ai détesté ce film. Voilà, c'est tout, c'est dit. C'est à la 4e place de ce classement. Pour la 3e place, j'ai choisi de parler de Mission Impossible Final Reckoning, et il était temps que ce soit le final de cette saga, tant elle est poussive, étant ce dernier opus qui avait su se renouveler avec bien des réalisateurs, qui avait su à chaque fois amener une nouvelle dynamique. Et bien le fait que ici on choisisse de garder Christopher McQuarrie depuis presque 4 films, eh bien on a un essoufflement qui se montre. Les scènes d'action ne sont pas aussi grandioses qu'on devrait le ressentir. Le scénario est pompeux, abscon. Quand je dis abscon, c'est pour dire qu'on vous prend pour des cons. Oui, on vous prend pour des cons pendant une bonne heure, parce que pendant une bonne heure, on vous explique tout ce qui va se passer pour que vous soyez bien au courant. Et puis, si on revoit des personnages d'avant, on va vous montrer toutes les cinématiques en réponse à ce personnage, au cas où vous l'auriez oublié. Donc, on a plus l'impression de voir un immense clip qu'autre chose, et un film totalement à l'effigie de Tom Cruise. Ça, c'est une évidence. Mais ça en fait un film de trop. C'est trop long, trop ennuyant, trop pompeux. C'est inintéressant, c'est même pas du divertissement. Voilà ce qu'est Final Reckoning. Il était temps que la saga s'arrête. À la 2e place de ce classement, j'ai décidé de mettre 2 films Disney. Et oui, mon appétit est beaucoup trop grand. J'ai voulu parler de Blanche-Neige et j'ai voulu parler de Captain America. Et je ne sais même plus comment s'appelle ce film tellement il est pourri. Mais on va parler de Captain America en premier, allons-y. Défonçons Marvel, ça fait tellement longtemps. Marvel en 2026, c'est reparti, donc autant que je le défonce maintenant. Alors Marvel, que nous ont-ils fait cette année? Eh bien Marvel, avec Captain America, j'ai envie de dire que ce nouveau Captain America n'intéresse jamais personne, que sa politique n'intéresse jamais personne, que ses scènes d'action n'intéressent jamais personne, qu'il essaie d'égaliser ce qu'était le soldat de l'hiver sans jamais y parvenir, avec aucune envie de mise en scène, aucune envie de grandeur, avec un affrontement entre Wilson et puis ce Hulk rouge. On a quand même Harrison Ford qui est là, mais pour n'être rien. Et Wilson Fisk n'est absolument rien dans cet univers. Donc, c'est vraiment pitoyable à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qu'ils sont capables de faire. Honnêtement, ça, c'est vraiment ce qu'on a vu de pire cette année. Et maintenant, parlons de Blanche-Neige.
parlons de Blanche-Neige. Dans le même univers, Disney est capable de nous faire le pire pour Marvel et le pire pour Disney. Alors que Blanche-Neige est quand même le film originel de tout ce qui a amené l'univers Disney. C'est le tout premier film d'animation, tout premier long métrage d'animation pour être plus précis. Blanche-Neige est un summum, un classique des films Disney qu'il ne fallait pas édulcorer. Eh bien, pourtant, on a fait tout l'inverse. Oui, il fallait s'approprier Blanche-Neige et lui donner une image à la 2025. Ok, peut-être, je suis même pas sûr, mais à la limite, changer quelques petites choses. Mais là, ne pas mettre des acteurs de petite taille pour ne pas choquer les acteurs de petite taille, la communauté de petite taille, voir du wokisme partout et vouloir à chaque fois que personne ne soit écorché ou ne ressente de la peine en étant évoqué, ça ne va pas faire avancer le combat. De toute façon, je ne suis pas woke, je trouve ce combat perdu d'avance et je ne supporte pas le wokisme à la con, et là ça en est. Et alors, parmi toutes les polémiques qu'il y a eu sur ce film, on pourrait se dire que s'il y a eu autant de polémiques, ça veut dire que le film était intéressant. Il faut qu'il soit à la limite aussi intéressant que les polémiques, sinon ça ne sert à rien. Eh bien, je vous assure que non. Si dans le dessin animé, la traque du chasseur contre Blanche-Neige était intéressante et effrayante, celle de l'animé ne l'est pas. Si la belle-mère pouvait être effrayante et encore plus en sorcière, ici elle ne l'est pas. Tout est édulcoré, tout est trop sage, trop lisse, et ça en donne un truc qui est détestable au possible, à la limite du grotesque. Enfin non, on n'est même pas sur à la limite du grotesque, c'est grotesque. Les bandits de ce film sont grotesques, les décors de ce film sont grotesques. On a tourné en forêt, on l'a fait en 3D, on l'a fait en effets spéciaux cette forêt. On n'a même pas été capable d'essayer de donner une âme à ce film. Comme cette maison a été faite en 3D, comme ces animaux sont en synthèse, tout est faux dans ce film et tout prouve que Disney ne veut que le fric. Et ça pue le fric, mais dans le mauvais sens. Voilà ce que c'est que Blanche-Neige version 2025. À la première place de ce classement, j'aimerais vous parler de La Guerre des Mondes et de Minecraft. La Guerre des Mondes pour la performance de Ice Cube, ça pourrait presque s'arrêter là. Tant c'est mauvais, tant c'est ridicule, tant ce film n'est pas à l'image de ce que Steven Spielberg savait faire. On le savait, qu'un film soit fait sur Amazon Prime et revienne sur le film La Guerre des Mondes, ça ne pouvait pas être à la hauteur de son premier. Mais on pouvait se dire qu'il y aurait une réflexion tout de même. Il n'y a rien à sauver. Et en plus, on met Amazon comme sauveur de l'humanité dans ce film. C'est un ridicule absolu. Il faut vraiment se croire les rois du monde pour faire un film Amazon sur la guerre des mondes où c'est la grande entreprise Amazon qui vient sauver les habitants de ce film. C'est ridicule, mais à souhait. Ils ont le boulard dans cette entreprise. C'est incroyable. Hein. Jeff Bezos, c'est Elon Musk qui a Amazon. Bref, je sais plus. Mais il faut se calmer chez les milliardaires. Hein, parce que le cerveau, il est en ébullition. Hein. Là, vous prenez pour les rois du monde. Faut redescendre. Faut redescendre un petit peu. Et puis pour ce qui est de Minecraft, écoutez, un film qui prône la créativité, un jeu vidéo tout de moins, qui prône la créativité, qui n'est même pas capable de savoir la réinventer dans un film, voilà, on a compris ce que ça allait donner, ça donne rien, c'est Jack Black qui fait des blagues et Jason Momoa qui l'accompagne, c'est tout ce qu'on a. À part ça, honnêtement, j'ai envie de vous dire, c'est totalement ridicule. J'y suis allé parce que mon neveu voulait voir le film et c'est bien la seule chose qui m'a fait aller voir cette daube. Mais je ne retournerai pas le voir et le fait qu'il ait fait $1 milliard veut bien dire quelque chose face aux spectateurs qui vont voir ces films-là. Et j'ai envie de dire que c'est très inquiétant. En tout cas, je trouve ça inquiétant. Et j'aimerais plus que de parler du film qui n'a rien à raconter. Donc je vais quand même pas essayer de faire plus que lui n'a fait.
J'ai envie de dire qu'il y a une autre chose que j'ai trouvé dégueulasse par rapport à ce film, c'est toute la tendance qu'il y a eu dans les salles de cinéma à cette époque-là. À cette époque-là, pendant une scène bien précise de ce film, les spectateurs dans les salles de cinéma s'amusaient à balancer du popcorn à la gueule ou partout dans les salles et détériorer évidemment les salles de cinéma, etc. C'était le jeu. Face à une scène bien précise, il fallait balancer son seau de popcorn. On a retrouvé des photos et des vidéos de salles de cinéma qui étaient entièrement détériorées. C'est absolument immonde, dégueulasse. C'est un public de porc. Et rien que pour ça, je suis absolument outré. Et Minecraft, c'est vraiment le pire de ce qu'on peut faire. Et pourtant, c'est un des rares films à avoir atteint le milliard. Donc le pire du pire se retrouve à faire un score dithyrambique. C'est vraiment alarmant. Et c'est peut-être parce qu'il a atteint le milliard que je l'ai mis en première place. C'était pour montrer la démesure qu'il y a entre le niveau 0 de ce cinéma-là et le box-office qu'il a pu avoir. Je pense aussi que ça y a joué fortement. Si je dois être parfaitement honnête avec vous, quand je fais ce flop 10 de l'année, je ne pense pas à The Smashing Machine. Et maintenant que je suis en train de faire la vidéo, c'est une évidence que The Smashing Machine a été une déception. Parce que je l'attendais, parce qu'on était beaucoup à en attendre quelque chose. Après l'ovation dithyrambique qu'il y a eu au Lion de Venise, quand on a su que les gens s'emportaient sur la performance de Dwayne Johnson, que tout le monde était en train de dire qu'au niveau de la mise en scène, c'était quelque chose. Et quand on a vu le résultat final qui n'était ni du grand spectacle, ni une performance dithyrambique pour l'acteur Dwayne Johnson, eh bien on s'est dit qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien pas grand-chose, même rien, j'ai envie de vous dire. Et ça c'est désolant à souhait, ça veut dire que c'est mensonger depuis le départ. Et oui, en termes de déception, ce film-là se pose comme un des plus puissants. Je l'avoue, ce film-là aurait pu largement faire partie du début du flop. Donc entre la 3e, 4e position, je pense qu'il aurait pu trouver largement sa place, mais je n'y ai pensé que bien après. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Vous pouvez liker, commenter, me faire part de vos retours. Merci d'avoir tenu bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais c'était mon avis sur les flop 10 de l'année et on se retrouve pour parler du top 2025. Merci à vous.